Bonjour à tous, c'est Léon. Aujourd'hui, je vous présente un pavé de 380 pages que j'ai eu bien du mal à lire. Donc, ce pavé que vous avez sous les yeux, L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, écrit par un monsieur qui s'appelle Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion à l'IFOP. L'IFOP qui est une entreprise qui fait des sondages. Alors, ce livre, qui est sorti en mars 2019, c'est un livre aux éditions Seuil, un pavé donc de 380 pages. Sachant que pourquoi j'ai pris ce bouquin, je l'ai pris parce que il y a pas mal de livres, de cartes, de tableaux et de graphiques qui sont réalisés par un autre monsieur qui s'appelle Sylvain Manternac, qui est géographe et cartographe. Donc j'aime beaucoup les analyses qui sont appuyées sur des cartes, par des cartes et des graphiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a de la couleur. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Donc là, vous voyez, en feuilletant le bouquin, vous pouvez voir que c'est illustré tout le long par des tableaux, des cartes, des graphiques. Et donc, ça donne beaucoup plus envie de le lire. Voilà. Et en plus, c'est en couleur. Alors, ce bouquin, qu'est-ce qu'on nous dit ? En quelques décennies, tout a changé. La France, à l'heure des Gilets jaunes, n'a plus rien à voir avec cette nation une et indivisible, structurée par un référentiel culturel commun. Et lorsque l'analyste, donc M. Fourquet, s'essaie à rendre compte de la dynamique de cette métamorphose, c'est un archipel d'îles s'ignorant les unes les autres qui se dessine sous les yeux fascinés du lecteur. Alors je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je lis ce passage, j'ai envie de lire sous les yeux fascisés du lecteur. Alors est-ce que c'est un lapsus ou pas ? J'en suis pas certain. Mais il n'y a peut-être pas de hasard. C'est que le socle de la France d'autrefois, sa matrice catho-républicaine, s'est complètement disloqué. Jérôme Fourquet envisage d'abord les conséquences anthropologiques et culturelles de cette érosion, et il remarque notamment combien notre relation au corps a changé. La diffusion du tatouage et de l'incinération en témoigne, ainsi que notre rapport à l'animalité, le véganisme en donne la mesure. Mais plus spectaculaire encore, l'effacement progressif de l'ancienne France sous la pression de la France nouvelle induit un effet d'archipélisation de la société tout entière, sécession des élites, autonomisation des catégories populaires, formation d'un réduit catholique, instauration d'une société multiculturelle de fait, dislocation des références culturelles communes, comme l'illustre par exemple la spectaculaire diversification des prénoms. À la lumière de ce bouleversement sans précédent, on comprend mieux la crise que traverse notre système politique. Dans ce contexte de fragmentation, l'agrégation des intérêts particuliers au sein de coalitions larges est tout simplement devenue impossible. En témoigne bien sûr l'élection présidentielle de 2017 et les suites que l'on sait, avec de nombreuses cartes, tableaux et graphiques originaux réalisés par Sylvain Manternac, géographe et cartographe. Voilà, sachant que M. Fourquet, lui, est analyste politique, en tout cas c'est comme ça qu'il se définit, et donc directeur du département opinion à l'IFOP, je vous l'ai dit, entreprise de sondage. Et donc c'est un bouquin qui coûte 22 € et qui est sorti a priori en mars 2019. Voilà pour cette petite analyse, en tout cas c'est ce petit résumé officiel, et maintenant voici l'analyse. Donc l'auteur, donc c'est Monsieur Fourquet, politologue, que moi personnellement j'ai connu en regardant l'émission C'est dans l'air sur France 5. C'est une émission où comment on appellerait ça, 4 éditorialistes, en tout cas 4 spécialistes de discipline, généralement c'est 4 personnes qui ont écrit des bouquins pour en faire la promotion, viennent autour de la table et débattent des sujets d'actualité sous les questions d'une intervieweuse, en tout cas de quelqu'un qui tient le plateau. Monsieur Fourquet, c'est un gars qui donne son avis sur les sujets d'actualité, souvent en s'appuyant sur des sondages, puisque forcément il travaille dans une entreprise de sondage. Monsieur Fourquet, il a écrit plusieurs livres d'analyse de la société française. Il intervient régulièrement pour l'Express et le Figaro, entre autres, donc des journaux plutôt pro-libéralisme économique du coup.
Alors dans ce bouquin, de quoi ça parle? Dans ce livre, Jérôme Fourquet nous décrit l'évolution de la société française à travers des indicateurs que moi je trouve plus ou moins pertinents, les prénoms donnés, les choix de vote des Français, et puis des statistiques et des sondages dans tous les sens. Voilà, donc ça tombe à foison, et ces sondages et statistiques sont censés nous expliquer la population française et son évolution. Ce livre est construit en 3 parties. Dans un premier temps, on a une première partie qui s'appelle le grand basculement. Ensuite, l'archipélisation de la société française, pour finir par la recomposition du paysage idéologique et électoral. Et là, on nous parle des votes des personnes, et en particulier des votes à l'élection présidentielle de 2017 et un petit peu aux législatives de 2017, qui ont elles aussi une certaine importance. Donc on aborde pas mal de choses, le résumé officiel nous en parle. Le port des tatouages, la croyance dans le catholicisme, et en tout cas la fréquentation des églises qui s'érode. Donc on en parle à travers les prénoms donnés aux enfants. Moi je trouve que c'est quand même une approche un peu spéciale. Alors il s'en explique un petit peu à ce sujet, mais ça n'en reste pas moins un peu limité, je trouve. Donc on mesure par exemple la baisse du catholicisme dans la société française à travers le choix du prénom Marie. Dans un premier temps, donc, on nous décrit la gauche avec le communisme. Alors, on se centre sur le communisme et les syndicats, notamment parce que le communisme, baisse électoralement. Et d'un autre côté, la droite. Donc, la droite, c'est les bourgeois et notamment les catholiques. Donc, ces deux camps qui concentrent la majorité des votes à une certaine époque, c'est-à-dire plutôt les années 50-60. Puis cette répartition de la population est décrite donc comme s'affaiblissant. Les catholiques deviennent minoritaires, donc on voit, en tout cas M. Fourquet utilise certains indicateurs, donc le renforcement de la défense des animaux avec la remise en cause du spécisme, une plus grande acceptation des LGBT+, et notamment du mariage homosexuel. La diffusion beaucoup plus étendue, notamment parmi les jeunes, du coup, du tatouage. Le fait que, avant, quand on se mariait, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare, et malheureusement, dans certains foyers, ça se passait très très mal. Et donc le fait que le nombre de divorces augmente. Et on a aussi la pratique à la mort des personnes de plus, l'incinération se pratique plus que l'enterrement. Voilà. Et puis les prénoms catholiques, dont on peut citer des prénoms que moi personnellement j'ai jamais entendus, comme Sixtine ou Ombeline, qui ont tendance à se raréfier. On s'appuie aussi sur le prénom Marie, mais vous m'accorderez, tout le monde connaît au moins une Marie, je pense que c'est un prénom qui est quand même assez largement répandu et qui n'est pas forcément relié à la culture judéo-chrétienne, je dirais. Dans l'évolution de la société, on a également le fait que, à un moment donné, et le candidat à la présidentielle de 2022, Zemmour, en a parlé, on a un choix libre des prénoms qui s'est fait. En tout cas, c'est devenu autorisé. Et donc, les gens se sont mis à donner des prénoms divers et variés, avec un critère qui est l'originalité, surtout. Le livre nous parle aussi de l'influence de la culture américaine, notamment parmi les classes populaires, puisqu'on a beaucoup de prénoms américanisés qui sont donnés. Et à un moment donné, on a également une analyse des prénoms qui sont beaucoup donnés parmi les candidats du Front National, dont on va retrouver par exemple des Kevin ou des Jordan. Et puis ce qui a participé aussi à l'archipélisation de la société française, donc à son explosion, à sa division, c'est la diversification des sources d'information, les médias, c'est-à-dire là où vous êtes en train de voir cette vidéo, Internet par exemple. Donc ça c'est le premier effondrement, l'effondrement du catholicisme et de la fréquentation des églises. Le deuxième effondrement, lui, est peut-être un peu moins présenté, en tout cas de manière moins exhaustive,
C'est ce que Jérôme Fourquet appelle l'Église rouge, c'est-à-dire la doctrine communiste, en tout cas le vote pour cette doctrine. Jérôme Fourquet consacre beaucoup de temps à l'immigration, je trouve, en particulier l'immigration arabo-musulmane. Donc il s'appuie sur les prénoms pour appuyer son propos. Notamment, alors, avec les catholiques, c'était le prénom Marie. Avec les arabo-musulmans, on s'appuie sur Mohammed ou Mohamed. On parle du choix du prénom comme d'un facteur d'intégration. On a parfois l'impression, d'ailleurs, d'avoir affaire à une analyse d'Éric Zemmour. Je le citais déjà avant. Mais par moment, dans le bouquin, on se pose des questions. Alors moi, personnellement, je ne le voyais pas de cette manière, monsieur Fourquet. On s'appuie aussi sur la proportion de mariages endogames ou exogames, mixtes ou non mixtes, avec des parents d'une autre communauté que la nôtre. Et donc il y a une analyse donc à la fois sur les arabo-musulmans, les Turcs, mais aussi les personnes issues d'Indochine, de Cambodge, du Cambodge, du Vietnam, par exemple. Et donc, on est censé avoir une intégration plus prononcée des personnes d'origine asiatique, puisqu'elles choisissent plus facilement de se marier avec des personnes de culture franco-française et en choisissant des prénoms plutôt franco-français. Voilà. Donc, Monsieur Fourquet a l'air d'adhérer aux thèses d'Éric Zemmour. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. On nous parle également, comme critère d'évolution de la société française, du choix de l'école. Du fait que certaines familles se tournent vers le public et d'autres plus vers le privé, en fonction notamment de son milieu social, mais aussi de sa religion. Et on cite par exemple le cas de familles juives qui, par peur des agressions, inscrivent davantage leurs enfants dans des écoles privées, même si ces écoles privées ne sont pas juives, mais catholiques. Ces parents, a priori, considèrent qu'ils sont davantage protégés dans une école catholique que dans une école publique. On évoque également l'économie parallèle que représente le trafic de drogue. Et puis, on nous parle de la délinquance, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, qui se cantonne, selon Monsieur Fourquet, à une seule partie des infractions. J'y reviendrai parce que ça m'a un peu chiffonné pour le coup. Dans la troisième partie du bouquin, on nous fixe 3 moments très importants qui ont contribué à la fragmentation de l'espace politique, la fragmentation des Français, des idéologies et à un passage qui serait un passage d'un clivage gauche-droite à un clivage haut-bas, ou en tout cas, élitaire, enfin j'y reviendrai. En 1983, c'est censé être le premier point de bascule. 1983 serait donc l'année où les immigrés se sont rendus visibles en France, et où ils ont progressivement revendiqué un certain nombre de choses, avec la marche des beurs. L'opposition au racisme et des demandes sociales, voire cultuelles. Donc, c'est-à-dire, par exemple, en entreprise, avoir droit à des pauses, mais ça aurait pu être aussi des pauses qui seraient nécessaires pour faire la prière, par exemple. Je crois que ce sont les cas cités par Monsieur Fourquet. Et en même temps, 1983, c'est également le moment où le Front National, devenu aujourd'hui Rassemblement National, fait ses premiers succès électoraux. Donc on évoque les élections européennes, mais également les élections municipales dans certaines communes où le FN s'est mis à devenir visible. Puisqu'il faut rappeler que la première fois que Jean-Marie Le Pen se présente à une élection, il avait fait quelque chose comme 0,75%, je crois. On est bien loin du score réalisé en 2002, qu'il a mené au second tour. Donc 1983, c'est le premier point de bascule. Ensuite, on nous cite l'année 2005. Donc 2005, c'est nommé la double fracture. Pourquoi ? On a 2 événements. Dans un premier temps, on a des émeutes en banlieue qui sont déclenchées suite à la mort de 2 jeunes qui étaient en 3e, qui étaient nommés Zied et Bouna. Donc c'était
deux jeunes qui ont été poursuivis par des policiers, qui se sont réfugiés dans une centrale EDF, parce qu'a priori ils avaient peur de se prendre des coups par des policiers. C'est comme ça qu'ont expliqué ce comportement certains jeunes qui ont été interviewés à l'époque. On retrouve encore des vidéos qui sont sorties récemment. Et donc ces jeunes se sont électrocutés se planquant dans une centrale EDF. Et l'autre événement, c'est le référendum sur la Constitution européenne qui s'est mis à scinder très sérieusement la population en deux gros camps, selon M. Fourquet. D'un côté, les diplômés aisés gagnants de la mondialisation, qui sont ouverts à l'étranger et aux étrangers en général, et de l'autre, les faiblement diplômés, plutôt pauvres, ou en tout cas pas très riches, qui souhaitent des protections, notamment en termes de frontières. Ce sont les perdants fermés, comme M. Fourquet les appelle. Donc d'un côté, gagnant ouvert, de l'autre, perdant fermé. C'est à ce moment, selon M. Fourquet, qu'on commence à voir la substitution du clivage gauche-droite, dont les conservateurs, c'est surtout comme ça qu'on va décrire la droite, par le clivage gagnant ouvert, perdant fermé, ou au contrebas, comme je vous le disais précédemment. L'étape suivante, c'est l'année 2015. En 2015, on a, vous vous en rappelez certainement, puisque vous ne devez pas être si jeune que ça, les attentats et la manière dont les gens se sont sentis, Charlie ou pas. Donc Charlie, c'est Charlie Hebdo, ce journal qui faisait des unes un peu satiriques, qui se moquait un peu de tout le monde. Et donc en 2015, on a le meurtre des journalistes et des dessinateurs de Charlie Hebdo. J'y reviendrai. Puis on commence à rentrer dans la présidentielle 2017. Alors la présidentielle 2017, c'est comment s'est mis en place la victoire d'Emmanuel Macron, avec des choses qui se sont imbriquées et qui ont fait en sorte qu'il arrive au pouvoir. À commencer par l'écrasement du Parti socialiste qui était au pouvoir avec M. François Hollande, le PS sortant qui sortait donc du pouvoir, et cet écrasement qui s'est pratiqué entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Donc sur la gauche de François Hollande, on avait Mélenchon, et sur la droite, Emmanuel Macron. Et c'est ce qui a fait que le pauvre Benoît Hamon, à la présidentielle de 2017, s'est retrouvé avec 6% des voix exprimées. Ce qui a amené Emmanuel Macron au pouvoir, c'est également le ralliement de François Bayrou. Alors ça n'a l'air de rien aujourd'hui, mais François Bayrou, c'est historiquement, en tout cas de manière récente, le candidat centriste. Donc le fait d'être soutenu par cette personne, ça a donné un coup de boost à Macron. Et l'auteur s'appuie sur les courbes de sondage pour vérifier son hypothèse. Donc les courbes ont légèrement monté à ce moment-là. Personnellement, en me rappelant de cette période-là, effectivement, j'avais la sensation que les courbes ont monté à partir du moment où Bayrou s'est rallié à Macron. Ce qui a contribué également à ce que Emmanuel Macron parvienne au deuxième tour et à ce qu'il l'emporte, enfin surtout à ce qu'il parvienne au deuxième tour en l'occurrence, c'est les affaires qui ont entaché la campagne de François Fillon, le candidat officiel de la droite. C'est-à-dire le Penelope Gate, donc le fait que sa femme ait bénéficié d'emplois fictifs, et il me semble que récemment il a été condamné par la justice pour ça. Et puis également l'affaire des costumes, donc des costumes hors de prix qui lui auraient été offerts du coup. Donc ça c'est mal passé dans l'opinion. Alors, on nous explique le fait que Emmanuel Macron a rassemblé les pro-européens et les libéraux de gauche et de droite. Alors là, je suis un peu sceptique parce que appeler libéral de gauche, est-ce que vraiment ces personnes sont de gauche si on peut les classifier en libéral, en tout cas sur le plan économique? C'est tout le débat pour savoir si François Hollande était de gauche ou pas. Donc ces personnes votaient Parti socialiste, mais étaient-elles réellement de gauche? Moi, c'est l'interrogation que je pose ici. Alors ensuite, on a droit à une analyse des votes. Donc les votes Mélenchon,
Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Benoît Hamon et bien sûr Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça, on n'y coupe pas parce que l'auteur, moi c'est la sensation que j'ai en tout cas, fait tout pour, pour mettre en avant sa thèse, et on a parfois la sensation, même si on a une analyse des perdants, que seuls Emmanuel Macron et Marine Le Pen existent dans l'opinion des gens. Donc sur cette analyse, tous les autres donc n'existent pas pour Monsieur Fourquet, y compris, je les ai pas cités, les abstentionnistes qui, il faut bien le dire, d'élection en élection, sont de plus en plus nombreux. Donc cette analyse, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors concrètement, les électeurs d'Emmanuel Macron en 2017, ce sont les diplômés aisés qui vivent surtout en ville et qui ne sont pas extrêmement âgés. Donc on a affaire aux gens dynamiques, on va dire. L'électorat de François Fillon, là pour le coup, ils sont aisés aussi, mais ce sont surtout les retraités, qui considèrent d'ailleurs qu'ils vivent mieux que la génération précédente, puisqu'on a une opposition entre les différents candidats en prenant des statistiques sur est-ce que ces personnes considèrent qu'elles vivent mieux que la génération précédente, moins bien ou pareil. Et donc clairement, l'électorat de François Fillon, il s'agit des personnes qui croient en la méritocratie, puisque elles estiment qu'elles vivent mieux que les personnes qui les ont précédées. Ensuite, concernant Marine Le Pen, qui sont ses électeurs ? Il s'agit des personnes habitant dans les campagnes, surtout, les périphéries. Quand on parle des périphéries, c'est plutôt la France périphérique, c'est dur à dire, décrite par Christophe Guilluy. Et puis, les peu diplômés, qui, eux, pour le coup, pensent que leur situation a empiré par rapport à celle de leurs parents. Quant à Jean-Luc Mélenchon, là, on a un électorat qui est beaucoup moins caricatural que sur Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. C'est beaucoup plus diversifié. Jean-Luc Mélenchon, lui, rassemble les diplômés précaires, donc les gens qui ont un fort capital culturel, mais qui ne vivent pas forcément très bien de leur travail. On peut certainement citer les personnes travaillant dans le social, pour le coup. On a également dans les électeurs de Jean-Luc Mélenchon les personnes vivant dans les banlieues, les personnes d'origine extra-européenne, et puis, là c'est un peu plus marginal, mais on peut le citer, les défenseurs de la bonne nourriture bio, on va dire. Donc on a un certain rapport à l'écologie, et l'auteur fait référence il met une corrélation entre le vote Mélenchon et le vote José Bové en 2007. Donc José Bové et les paysans du Larzac. Voilà. Le chapitre suivant nous évoque c'est un effet de loupe. On se centre sur des départements. Donc ces départements, il s'agit de l'Hérault, donc la zone de Montpellier, le Calvados, la Bretagne et l'Alsace, pour analyser dans le détail qui sont ces populations qui mettent en tête un candidat, avec toutes les limites qu'on imagine. Parce que c'est pas parce que dans une ville, une personne arrive en tête que toutes les autres ne comptent pas. Et pour le coup, c'est bien ce que je reprocherais à monsieur Fourquet, qui a tendance à oublier un peu les personnes minoritaires. En tout cas, celles qui n'arrivent pas en tête aux élections. Et notamment on va dire 6 plus 5, 11, donc ça nous fait 11 candidats. Les 6 candidats qui sont arrivés en dessous, plus les abstentionnistes et les non-inscrits. Donc, par exemple, parmi ces départements, dans la périphérie de l'Hérault, une statistique intéressante que moi je ne connaissais pas, plus on vit en altitude, plus on vote pour Jean-Luc Mélenchon. Et à contrario, plus on vit au niveau des plaines, et plus on vote Marine Le Pen. Alors c'est pas une histoire d'air, hein, c'est pas c'est pas les gens qui vont jouer au Pérou, je ne sais quoi, en altitude et qui du coup sont moins bons. Ça n'a rien à voir. La différence, en fait, c'est le climat socio-économique, la prospérité économique, la destruction des emplois de ceux qui votent Le Pen, globalement, et pas de ceux qui votent Mélenchon.
puisqu'en altitude, les emplois sont davantage préservés par rapport à ceux qui vivent dans les plaines. Alors on nous cite comme exemple, alors dans différentes régions, la fermeture des usines, ça évidemment c'est assez connu, notamment dans toute la zone qui va du nord jusqu'à l'est, la fermeture des usines des hauts-fourneaux, l'arrachage des vignes, donc là on peut en parler en Alsace, et donc tout ça c'est la destruction de la prospérité économique, et c'est ce qui crée du vote Le Pen concrètement. Alors ensuite on se centre sur le cas d'Emmanuel Macron, qui est décrit par M. Fourquet comme étant le résultat d'un bloc libéral élitaire. Pour prendre des mots un peu plus simples, plus triviaux, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a décrit comme étant le président des riches. Donc ce président d'un bloc libéral élitaire, est décrit comme assez éloigné des catégories populaires. Et là, M. Fourquet nous cite un certain nombre de cas de figure ou de phrases qui ne sont pas forcément les phrases de Macron, mais qui sont celles de ses soutiens, avec un certain mépris affiché pour les gens modestes de la France périphérique, donc avec des phrases du type « La France de Wauquiez, c'est les mecs qui fument des clopes et qui roulent au diesel. On ne peut pas vouloir de ça pour l'avenir. » On a une analyse des candidats En Marche de Macron aux législatives. Alors, sauf exception, il s'agit de personnes qui sont cadres dans le privé, des chefs d'entreprise et des professions libérales. Ce sont ces personnes qui ont contrôlé l'Assemblée nationale de 2017 à 2022, chapeautée bien sûr par Emmanuel Macron, puisque nous savons que dans la Ve République, une assemblée qui ne se comporte pas correctement prend le risque de passer à la dissolution. Ce qui, pour le coup, risquerait d'arriver dans la mandature qu'on connaît actuellement, puisque M. Macron n'a pas de majorité absolue. L'auteur conclut de tout ça qu'il y a une déconnexion totale des difficultés de la France d'en bas. Et comme autre exemple, il cite le cas d'une néo-députée d'Emmanuel Macron en 2017, qui a témoigné de façon anonyme dans la presse, qui était auparavant, avant de devenir députée, chef d'entreprise, et qui passe donc de 8 000 € par mois à 6 000 €. Cette dame se plaint de devoir à nouveau manger des pâtes et de ressortir ses vieux vêtements de la cave. Ça peut faire rire. Et M. Fourquet termine le livre en parlant des gilets jaunes, puisque en 2019, on avait déjà connu les gilets jaunes. Donc les gilets jaunes qu'il assimile globalement à la France de Marine Le Pen. Et il propose 3 solutions pour aplanir la crise politique. Donc cette crise politique, selon M. Fourquet, c'est le fait que 4 offres conséquentes s'affrontent, dont 2 restent à la porte du second tour de la présidentielle en raison des règles électorales. Et puis, c'est aussi le fait que, dans la foulée aux législatives, on a un très faible nombre de députés Rassemblement National et France Insoumise. On peut noter par ailleurs, alors moi je lis le livre avec avec pas mal de retard, puisqu'il m'a fallu plus de 2 ans pour le lire. Ces 2 camps politiques se sont largement rattrapés en 2022, puisqu'on est passé de, si je ne me trompe pas de tête, 17 députés France Insoumise à 75 et 8 députés Front National à 89 députés RN. Donc, les solutions de M. Fourquet pour répondre à cette crise politique, c'est tout d'abord, les propositions en tout cas, imposer le clivage gagnant ouvert, perdant fermé pour effacer le vieux clivage gauche-droite. C'est la stratégie utilisée pour les européennes de 2019. On peut considérer que si on prend les élections européennes de 2019, cette stratégie a fonctionné. Et a priori, c'est la stratégie qu'on devrait revoir pour les prochaines élections de 2024. Ce qui, je fais une parenthèse, nous amène au débat des gens de gauche qui doivent débattre du fait que est-ce que la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, va se reformer pour les élections de 2024. Si elle se reforme, à mon sens, elle viendra faire concurrence aux 2 autres blocs. Si elle ne se reforme pas,
On aura à nouveau, deux camps politiques arrivant très largement en tête. Ça, c'est une prévision que je fais. Hein. On est en 2022, on verra en 2024 ce qui se passe. J'imagine que s'il n'y a pas d'alliance au niveau de la gauche, on aura à nouveau les macronistes face aux lepénistes. C'est en tout cas le débat qui risque de se reproduire. Alors moi, personnellement, je doute de l'efficacité de cette stratégie pour résoudre les choses. Pourquoi? Parce qu'auparavant, vous aviez globalement cette gauche et cette droite qui s'affrontaient. Vous aviez François Hollande contre Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac contre Lionel Jospin. Mais tout ça, pour moi, est le résultat du vote utile. Donc, c'est pas parce que vous allez imposer aux gens un clivage factice que les gens sont satisfaits et ne sont plus frustrés. Donc je pense que la première solution proposée par M. Fourquet, clairement, elle tient pas la route. La deuxième option proposée par M. Fourquet, et pour le coup, peut-être qu'elle peut tenir la route, c'est d'instaurer une dose plus ou moins grande de proportionnel à l'Assemblée nationale pour permettre des majorités d'idées et représenter plus fidèlement les îlots de l'archipel français. Donc ça, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas été respectée. Peut-être que ça finira par venir, mais comme je le disais tout à l'heure, j'imagine que les députés craignent de toucher au système électoral parce que s'ils le faisaient, peut-être que M. Macron se dirait « Oula, il commence à toucher aux règles du jeu et à ce moment-là, on va dissoudre l'Assemblée. » On verra bien combien de temps va tenir cette Assemblée. Peut-être même que dès le mois de janvier ou février, cette Assemblée sera dissoute. Le mois de janvier ou février 2023. Donc ça, c'est la deuxième proposition. La troisième, c'est de recourir plus souvent au référendum pour donner au peuple français davantage l'impression qu'il a du pouvoir sur les décisions prises. Sachant que c'est la demande de RIC des Gilets jaunes qui a inspiré cette idée à M. Fourquet. Donc le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Le fait que les gens puissent signer un papier et sous la pression d'un certain nombre de citoyens, déclencher un référendum et demander par exemple à ce que on rétablisse l'impôt sur la fortune si la majorité des Français sont d'accord, ou qu'on rétablisse la peine de mort si la majorité des Français sont d'accord. Ça peut être plein d'autres idées. Actuellement, on a simplement droit au RIP, le référendum d'initiative partagée, qui impose dans un premier temps que les députés et les sénateurs, je crois, donnent l'autorisation de déclencher un référendum. Jusque-là, il n'a jamais été déclenché concrètement, notamment sur la privatisation des aéroports de Paris, ou sur... alors il y avait eu un autre RIC qui avait tenté d'être lancé, qui était sur la protection des animaux, je crois. Je ne sais plus dans quelles circonstances exactement, mais voilà. Dans les deux cas, l'idée a été tuée dans l'œuf. Dans un cas parce que il n'y a pas eu assez de députés pour signer le papier, et dans l'autre cas parce que malgré le nombre de députés qui ont signé le papier, on n'a pas eu non plus les 4 millions de signatures, c'est-à-dire les 10% du corps électoral requis pour déclencher ce référendum. Voilà. Donc pour le moment, ce dispositif mis en place par la majorité de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, n'a pas pu être déclenché. Voilà, donc ça c'est un peu le bouquin de Monsieur Fourquet. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? Là où j'ai mis plus de 2 heures à lire mon livre précédent, il m'a fallu plus de 2 ans pour arriver au terme de celui-ci. Alors sachant que j'avais plusieurs lectures en parallèle du coup. Celle-ci étant parfois un peu lourde, j'ai eu besoin de faire des pauses. Au départ, j'ai trouvé le livre particulièrement intéressant, notamment le passage sur l'effacement du catholicisme dans notre pays. Le point de vue des Français sur l'homosexualité, les tatouages, le point de vue sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Alors tout ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Mais rapidement, il y a des failles béantes pour moi dans le raisonnement de M. Fourquet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il tire des conclusions sur des indicateurs qui sont hyper fragiles. Comment est-ce qu'on peut juger de l'intégration de quelqu'un ou de sa pensée sur le prénom qu'il porte ? S'appeler Mohamed ne veut pas dire que les parents ne veulent pas s'intégrer à la France. Moi, je ne crois pas à cette théorie. Ce livre, pour moi, tire trop de conclusions sur les prénoms donnés. Autre chose, j'en ai parlé avant, contrairement à Brice Teinturier, Monsieur Fourquet ne parle jamais des abstentionnistes. Seuls les 5 candidats de tête de la présidentielle 2017 sont évoqués et analysés. Donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Donc les électeurs d'extrême gauche, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, ils n'existent pas. Les gens qui veulent sortir de l'Union européenne, François Asselineau, ils n'existent pas. Les gens qui sont attachés aux campagnes avec Jean Lassalle, ils n'existent pas. Et puis qui c'est qu'on avait d'autres aussi en 2017, Jacques Cheminade, et puis Nicolas Dupont-Aignan, et j'espère avoir fait le tour, je suis désolé si j'ai oublié quelqu'un. Donc, on ne parle pas de ces autres électeurs, ils n'existent pas. Les abstentionnistes, on n'en parle pas. Les non-inscrits, on n'en parle pas non plus. D'ailleurs, les pourcentages d'électeurs utilisés dans les statistiques qui sont mises en avant, ce sont les exprimés et non pas les inscrits. Du coup, pour moi, tout est biaisé. Donc j'ai un peu de mal avec cette analyse. Donc celui qui vote pas, dans l'analyse de M. Fourquet, c'est comme s'il n'existait pas. J'ai d'ailleurs envie de dire que, de manière générale, malheureusement, quand vous ne votez pas, vous n'existez pas aux yeux des politiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a cette analyse que moi je qualifierais de médiocre sur la délinquance. Alors cette dernière, elle ne serait basée que sur les titres de la presse et non sur des chiffres du ministère de l'Intérieur. J'essaierai de vous montrer ça. Alors les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils sont aussi perfectibles. Ça, c'est, j'en ai parlé avec la vidéo sur le livre de Laurent Mucchielli sur l'invention de la violence. Et c'est encore moins basé d'ailleurs sur les enquêtes de victimation. Ces enquêtes de victimation qu'utilisent les sociologues pour arriver à atteindre des gens qui effectivement ont subi un préjudice, mais qui n'ont jamais passé la porte d'un commissariat pour aller se plaindre. Et ça, il y en a beaucoup, notamment en ce qui concerne les agressions sexuelles. Donc, quand Jérôme Fourquet parle de la délinquance, il ne parle que des agressions et de ce qui obsède généralement les politiques placés à l'extrême droite. Pour moi, tout le passage sur l'analyse de la délinquance à Aulnay-sous-Bois, il est à mettre à la poubelle. Parce que l'analyse de M. Fourquet consiste à prendre les articles de journaux, les unes d'articles de journaux, et à dire les journaux ont décrit ceci comme délinquance, donc la délinquance, c'est ça, et pas autre chose. Et on met des petites croix sur une carte, et de ça, on tire des conclusions. Je trouve que c'est extrêmement léger. Un article de journal, c'est pas une analyse scientifique objective. Je doute d'ailleurs que dans la presse, on fasse les titres avec un défaut de permis de chasse ou une vente d'objets illégale. Pourquoi ? Parce que la presse, elle fait des titres avec du sensationnel, notamment pour vendre le plus possible. Mais la presse, c'est ça. Je veux dire, on peut pas leur en vouloir. Effectivement, ils sont censés informer les gens. Mais ils l'informent aussi en essayant de faire vendre un maximum de journaux. Donc vous ne faites pas vendre en parlant de choses dont les gens se foutent, globalement. Mais c'est pas parce que les gens se foutent de quelque chose que cette chose n'existe pas. Ou ne doit pas être prise en compte. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent à la délinquance, je renvoie aux travaux du sociologue Laurent Mucchielli, dont j'ai fait une vidéo sur son bouquin, par ailleurs. Alors, quoi dire d'autre ? Donc la presse ne parle que d'une partie de la réalité et d'une partie de la délinquance. Pourquoi ? Parce que la délinquance, ça veut dire transgression de la loi. Rouler en lisant un SMS, c'est de la délinquance.
rouler en voiture bien sûr. Jeter son mégot dans la rue, c'est de la délinquance. Ne pas payer ses impôts volontairement, c'est de la délinquance. En gros, j'ai envie de vous dire, je prends un risque mais je me lance, on a tous été des délinquants à un moment ou un autre de notre vie. Voilà. Alors, par rapport à ce bouquin, qu'est-ce qu'il y a de bon? Si vous voulez voir des jolies cartes et des résultats de sondage dans tous les sens, allez-y. Ça vaut le coup. Alors, les sondages, ça reste un business. On peut douter de la manière dont ils sont conçus par ailleurs, faut rester critique. Pour ma part, j'aurais davantage confiance d'ailleurs dans l'institut de sondage Cluster 17 fondé par des scientifiques que dans l'IFOP qui reste une entreprise. Dans les deux cas, les sondés peuvent répondre n'importe quoi, donc méfiance. Quoi qu'il en soit, même chez Cluster 17. Le livre évoque des événements du passé qui éclairent sur aujourd'hui. Ça, c'est un bon point, je trouve. Remonter 30 ans en arrière, ou 40 ans en arrière, c'est une bonne idée pour savoir comment on en est arrivé là. Donc là, de ce côté-là, je suis plutôt satisfait. Ensuite, sur les mauvais côtés du bouquin. Alors, bon, vous l'avez compris, hein, pour moi, les analyses de Monsieur Fourquet reposent parfois sur du vent. La délinquance, entre guillemets, le fait qu'on oublie les abstentionnistes et les non-inscrits, les conclusions qui sont tirées sur le fait qu'on donne tel ou tel prénom à ses enfants. On a parfois l'impression que pour valider sa théorie des deux blocs qui s'affrontent, Monsieur Fourquet efface les votes hors Macron et hors Le Pen. Donc finalement, les 7 millions de personnes qui ont voté pour François Fillon en 2017, elles n'existent pas. Et idem pour ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui étaient également 7 millions. Ils n'existent pas. Je suis désolé, mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe qu'une opposition entre bien et mal, comme ça peut se faire dans un dessin animé Disney. Alors, pour tout ce que je vous ai dit avant, il y a quand même du bon dans ce livre. Mais ne pas oublier que ça reste un point de vue. Et pour moi, Monsieur Fourquet, il donne son point de vue. Comme d'une certaine manière, je suis en train de vous donner le mien. Même si j'essaie de rester objectif. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué dans ce livre? On va citer deux choses. Deux choses que je ne savais pas. Parce que très souvent, ce qui me marque, c'est les choses que j'ignorais ou que je n'avais pas vues avant. Donc, par exemple, le facteur altitude sur le vote à la présidentielle 2017 dans l'Hérault. Donc le fait que Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt les montagnes et Marine Le Pen, les plaines. Mais au final, sur l'idée que c'est les gens qui ont perdu des choses, qui ont la sensation que leur vie est moins bonne que ce qui se passait avant, votent Marine Le Pen, ça, j'en avais déjà connaissance. Voilà. Et l'autre chose qui m'a marqué, mais là c'est vraiment négatif, c'est le passage sur la délinquance. Vous l'avez compris, je l'ai déjà expliqué. Pour moi, à partir du moment où j'ai compris qu'on se basait sur des articles de journaux et non sur du scientifique, ça a totalement décrédibilisé le livre pour moi. Voilà. Donc le prix, 22 € en grand format. J'imagine qu'on doit le trouver aussi en petit format. Si je devais donner une note sur 20 à ce bouquin, je donnerais 11. C'est assez rare que je descende bas. J'aurais pu descendre plus, mais il y a quand même beaucoup de boulot derrière ce livre, je trouve. Et pour une fois, c'est un livre que je ne vais pas vous conseiller, pour les raisons évoquées avant. Il y a un manque de scientificité. Je ne sais pas si ce terme existe, mais ça manque de science. Ça manque de choses sérieuses dans les analyses. Il y a du boulot, mais c'est pas assez sérieux. Donc celui qui lit ça doit avoir conscience que les analyses reposent sur des faits erronés pour moi. Enfin, en tout cas, sur un manque de prise en compte d'une partie de la réalité. Voilà. Donc très longue analyse, auquel je rajouterai peut-être des passages dans la vidéo, des passages, des réflexions que je me suis faites sur le moment quand je les ai lus. Voilà. Donc pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, je vous remercie largement. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec mon analyse, ou si vous considérez que, bien au contraire, vous avez un tout autre point de vue. L'entendre, c'est une bonne chose. La discussion, elle permet toujours d'enrichir. Donc moi, je suis ravi d'échanger avec vous, si ça peut être le cas. Voilà.
En attendant, donc, cette vidéo va sortir au moment des fêtes de Noël. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez bien de votre famille, de vos proches, de manière générale des gens qui comptent pour vous. Et puis, à la prochaine. Allez, salut les gens.